Bonjour à tous, c'est Gabriel, bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, on va parler du résultat des photos que j'ai fait avec cet appareil de 1930 et comme en 1930, je me suis éclairé à la bougie. Alors, je me suis pas renseigné, mais je crois qu'en 1930, ils avaient déjà les ampoules. Bref, j'avais toujours eu envie de faire des vidéos complètement éclairées à la bougie, alors voilà, c'est fait. C'est un véritable éclairage à la bougie que vous êtes en train de regarder maintenant. Et ouais. Donc ça, c'est l'appareil de 1930. C'est un Zeiss Iconta et je vais vite fait vous expliquer comment ça fonctionne. C'est pas trop compliqué en fait. Dedans on met le film, donc c'est un film 120 et ensuite il faut tourner il y a une petite manivelle à tourner pour rembobiner et pour en fait venir aligner le film avec la petite fenêtre qui est ici. Donc là il y a une petite fenêtre et il faut aligner le film dans la petite fenêtre. Ça va afficher la prise de vue en cours quand la petite lumière elle est alignée. La petite lumière, qu'est-ce que je raconte? Quand le petit chiffre est aligné, vous savez que vous êtes bon et que vous pouvez faire votre exposition. Faites gaffe à pas rembobiner trop parce que vous ne pouvez pas revenir en arrière. Donc une fois que le film est aligné, on va venir mesurer la lumière avec une application ou avec un appareil dédié. Les appareils dédiés ça coûte assez cher, donc moi j'en ai pas, donc j'ai fait avec une application. Il existe plusieurs types d'applications. Il y a une bougie qui est en mode stroboscopique là. Donc il existe des applications qui utilisent soit l'appareil photo, soit le capteur de lumière. Moi j'ai pris une application qui utilise le capteur de lumière. Elles sont pas nécessairement plus précises, mais elles permettent de mesurer la lumière au niveau du sujet et pas au niveau de... En fait, ça permet de mesurer la lumière qui arrive sur le sujet et non pas la lumière que le sujet réfléchit. Ça veut dire que si vous prenez en photo quelque chose de noir, en fait, l'appareil ne sait pas que c'est quelque chose de noir, donc il aura tendance à surexposer. Alors qu'avec une application qui mesure la lumière avec le capteur de lumière, on ne va pas venir mesurer la lumière émise par l'objet noir, mais la lumière reçue par l'objet noir. Et du coup, ça fait que l'exposition, elle est beaucoup plus précise. Et c'est pour ça que quand vous regardez des films, ou enfin bref, quand vous voyez les photographes professionnels travailler avec des flashs et tout, ils ne mesurent pas la lumière au niveau de l'appareil photo. Ils prennent un espèce de petit appareil qu'ils viennent placer plus ou moins au niveau du visage de leur sujet. Et ils déclenchent les flashs et en fait ce petit appareil va permettre de mesurer la lumière reçue par les flashs et non pas la lumière réfléchie par le sujet. Et ça c'est vachement cool. Donc il y a des applications qui font ça. Sur iPhone ça n'existe pas parce que les données du capteur de lumière ne sont pas accessibles aux applications. Donc moi je l'ai fait via Android. Sur iPhone, vous pouvez acheter un petit truc, un petit appareil supplémentaire qui vient se connecter sur l'iPhone et qui permet de faire ça, mais autant acheter un boîtier dédié du coup. Bref. Donc vous mesurez la lumière et en fait l'appareil va vous donner une valeur EV. Et en fait avec cette valeur EV, vous devez trouver comment régler l'appareil pour obtenir la combinaison qui correspond aux EV. Donc sur l'appareil, vous pouvez ici régler le diaphragme. Donc ça va de f4.8 à f32. Ici, vous pouvez venir régler la vitesse. Donc on a le mode T, ça veut dire un premier clic et ça ouvre le shutter, ça ouvre l'obturateur et un deuxième clic, ça le ferme. Vous avez le mode B, c'est-à-dire que tant que vous gardez appuyé, l'obturateur est ouvert. Enfin ensuite, vous avez différentes vitesses, donc 1 centième, 1 cinquantième, 1 25e de seconde. C'est tout. Il n'y a que 1 25e, 1 50e, 1 centième, il n'y a rien d'autre. Et vous pouvez d'ailleurs noter que 1 25, 1 50 et 1 centième, ce ne sont pas des valeurs standards. Les valeurs standards sont 1 30e, 1 60e et 1 125e. Alors c'est pas un problème parce que le film que j'ai utilisé là-dedans, c'est un ISO 160. Et 160, c'est pas non plus une valeur standard. Donc l'ISO 160 et puis les valeurs comme ça va bien ensemble en fait. Voilà. Je pense que c'était prévu pour. Donc une fois que vous avez réglé votre vitesse et votre diaphragme en fonction de l'EV que vous a donné votre appareil pour mesurer la lumière, admettons que je dois faire 1 50e f4.8, vous devez régler la mise au point. Alors pour régler la mise au point, il n'y a pas de secret, il faut tourner l'objectif et vous n'avez aucun retour de ce que vous faites. C'est-à-dire que la seule chose que vous voyez, c'est que sur l'objectif, quand vous le tournez, c'est écrit 1,5 mètres, 2 mètres, 2,5 mètres, 3 mètres, 4 mètres, 5 mètres, 8 mètres et 15 mètres. C'est tout. Il
Il n'y a aucun autre truc, aucune autre valeur d'écrit. Donc de 1, c'est pas précis. Et de 2, c'est pas précis. Donc ce que vous allez faire, et ce que moi j'ai fait à chaque fois, c'est que j'ai plus ou moins réglé sur 1,5 mètres, qui est une des valeurs les mieux affichées sur cet objectif, donc 1,5 mètres. Et ensuite j'ai sorti un double mètre, et j'ai mesuré la distance entre mon appareil et le sujet. Donc par exemple sur les photos de Leandro, j'ai mesuré la distance qu'il y avait entre l'appareil et Leandro, en étant sur 1,5 mètres. Et j'ai demandé, moi je reculais ou j'avançais, pour que ça fasse exactement 1,50 m, pour que ça corresponde à la valeur choisie ici, et que ce soit net. Veuillez noter que, au niveau de cet appareil, on est sur un 105 mm, si je me trompe. Ah non, c'est un 95 mm. Et c'est un 95 mm f4.8 et un 95 mm à f4.8. Il faut être assez précis au niveau de la mise au point, sinon ce sera flou. Donc, double mètre, c'est le must. Si vous pouvez acheter un de ces trucs qui se déroule, c'est encore mieux. Mais moi, j'utilisais un double mètre et ça allait très très bien. Voilà. Sur quelques plans, et tous les plans de loin, j'ai estimé. C'est-à-dire que soit j'ai mis... je voulais mettre à infini, et Leandro m'a dit mets un tout petit peu avant infini, il a eu raison. Donc j'ai mis sur infini et j'ai très légèrement reculé. Et puis sur les plans du marché, ce genre de choses, j'ai mis à 15 mètres. Ou un peu avant, même à 8 mètres. Une des choses que vous pouvez faire, c'est fermer le diaphragme. Alors moi, je vous donne une des petites règles que j'ai utilisées à chaque fois que j'ai pas eu envie d'utiliser mon mesureur de lumière. C'est une petite règle qui dit que à 100 ISO, avec une vitesse de 1 centième, vous avez un diaphragme de f16 en plein soleil et f8 quand c'est nuageux. C'est une règle qui est plus ou moins vraie. Alors moi j'étais à ISO 160 et j'étais plus à f22 du coup, avec une vitesse de 1 centième en plein soleil. Quand c'est vraiment en plein soleil, f22, voire même un peu plus quoi. Et quand c'est légèrement un peu plus sombre, f22, entre f16 et f22, voire f11. Et quand ça en était vraiment très nuageux, normalement il aurait fallu f8, voire f11. Mais j'ai dit à Leandro, j'ai vu moi qu'il faisait vraiment très nuageux et très sombre. Donc j'ai mis à f5, 6 et c'est allé très bien. Avec les films, au vu du prix que ça coûte, c'est mieux d'essayer de ne pas rater son exposition. Donc essayez d'être le plus précis possible. Le film est un petit peu plus flexible que le digital. C'est-à-dire que si vous ratez un petit peu plus votre exposition, ça se verra un peu moins. Même si vous prenez un film qui est très contrasté, en général ça rend assez bien. Et comme vous pouvez le voir sur les 8 photos que j'ai fait, les 8 ont une exposition qui est proche de la perfection. Donc ils sont presque parfaites, je veux dire juste au niveau de la luminosité, pas au niveau du cadrage, quoi que ce soit. En parlant de cadrage, comment est-ce qu'on cadre avec ça? Vous avez deux façons de le faire. La première c'est celle-ci, que je n'ai pas utilisée. C'est juste un trou en fait, c'est-à-dire que oui, je peux passer mon doigt dedans, et du coup j'ai aucune idée de à quel point c'est précis, mais je pense que c'est pas précis du tout. Donc c'est pour ça que j'ai pas utilisé ça. Et l'autre méthode de cadrage, c'est presque pire. C'est une petite loupe qui est placée ici, au niveau de l'objectif, que vous pouvez orienter pour faire des photos paysages ou portraits. Et en fait c'est une petite loupe avec un miroir et avec une deuxième petite loupe. Et effectivement, on voit un tout petit peu. Il faut que ce soit très lumineux là, j'ai vraiment de la peine. J'arrive à voir mon chandelier sans trop de problème. J'arrive à voir mon micro et j'arrive à voir ma caméra. Mais vous devez vraiment plisser les yeux pour voir quelque chose dans cette loupe. Et c'est très peu détaillé. Et aussi le cadrage est très approximatif dans cette loupe. Déjà, elle est en forme de croix suisse, le viseur. Et vos photos elles sont rectangulaires, donc c'est un peu dur à ce niveau-là de savoir à quoi ça correspond. Donc voilà, il faut vraiment deviner, il faut toujours faire des photos légèrement plus larges que ce que vous voulez pour être sûr que ce soit sur la photo finale et au pire vous coupez un petit peu après. Par exemple, si votre sujet cligne des yeux, vous n'allez pas le voir là-dedans, c'est pas assez détaillé pour voir ça, donc vous espérez juste qu'au prix que ça coûte, votre sujet n'a pas cligné des yeux. Alors sinon, faire des photos avec ça, moi ça me faisait stresser parce que j'avais jamais utilisé un appareil dans ce genre et j'avais aussi jamais fait de la photo sur pellicule. Et en fait, c'est pas du tout stressant, c'est très simple.
Tout le monde vous regarde très bizarrement quand vous sortez avec ce genre d'appareil parce que les gens pensent que c'est un gag plutôt que ce soit vrai, mais non, effectivement, hein, je fais des photos sérieuses avec ça. C'est extraordinairement silencieux. Je vais vous le déclencher pour que vous entendiez le bruit que ça fait. Voilà. C'est très silencieux. C'est très silencieux. Si je parle et que je déclenche pendant que je parle, je suis sûr que vous ne l'entendez pas. Donc à ce niveau-là, quand vous êtes à l'extérieur, personne ne sait quand vous avez pris la photo. Donc c'est plutôt cool. Il faut pas oublier de rembobiner entre deux photos, parce que si vous ne rembobinez pas, vous allez faire une double exposition. Voilà, ça peut être cool si vous avez envie d'une double exposition, mais si vous n'avez pas envie, c'est pas cool. Et si vous rembobinez 2 fois, il n'y a aucune sécurité sur cet appareil, quoi que ce soit. Si vous rembobinez 2 fois, vous loupez une exposition, et quand il n'y en a que 8 sur un film à 10 balles, ça fait pas plaisir d'en louper une, disons. 10 balles, c'est le prix du film en lui-même. Hein. Après, il faut encore le développer. Vous pouvez faire du couleur ou du noir et blanc. Alors, à l'époque où cet appareil a été développé, c'était surtout du noir et blanc. Donc, l'optique est optimisée pour le noir et blanc, mais ça rend très bien en couleur. Probablement pas de traitement sur ces lentilles pour améliorer le contraste ou la saturation, comme sur les lentilles modernes. C'est tout à fait logique. Mais vous avez vu que le rendu couleur rend très bien. Moi j'ai fait du film couleur parce que les films couleur et le développement couleur c'est moins cher que le noir et blanc. Donc voilà. Est-ce que je vous conseille de faire des photos avec ce genre de choses? C'est vachement marrant et ça vous fait vraiment réfléchir. C'est une drôle de façon d'aborder la photographie. Est-ce que je vais en refaire personnellement? Peut-être pas, ça dépend. Là, je suis en train actuellement de tester un autre appareil à pellicule 135, donc c'est une pellicule beaucoup plus standard. Et c'est un appareil avec un viseur qui me donne une indication sur la mise au point, avec un télémètre qui me permet de savoir si mon sujet sera net ou pas. C'est déjà beaucoup mieux que ça. Et ça fait que je suis pas obligé de me balader avec un double mètre. Mais c'est franchement quelque chose de très fun, faire des photos avec ça. Encore une fois, même si vous avez... Ouais, les gens vous regardent vraiment bizarrement quand vous vous baladez avec ça comme appareil. Mais ça a une certaine classe, hein, ça fait un peu... Ouais, ça a une certaine classe. Je vais également profiter de dire que quand vous le fermez, c'est vachement compact et ça rentre facilement dans une poche de veste. Enfin, si vous avez des grandes poches de veste. Il y a même une petite poignée. La poignée n'est pas très utile, mais c'est vachement compact et c'est très léger. Surtout quand on sait que la taille de la pellicule là-dessus est plus que 4 fois supérieure à la taille d'un capteur full frame. Donc ça veut dire que là-dessus, il y a un 95 mm et le 95 mm sur cet appareil, ça va vous donner la même image qu'un 40 mm sur un full frame. Donc c'est presque du grand angle, alors que c'est un 95 mm. Donc ça c'est un peu foufou quand on y pense. Ça veut dire que vous pouvez acheter le tout dernier Canon hors de prix, le 1DX Mark II ou 5DS ou je sais pas quoi. Le capteur est 5 fois plus petit que la pellicule que vous mettez là-dedans. Donc ça me fait vraiment rire. Parce que... Ouais. Ça me fait vraiment rire. Combien ça coûte un appareil comme ça aujourd'hui? Ça coûte entre 100 et 300 balles, ça dépend de l'état, ça dépend le modèle, ça dépend de la marque. Un Zeiss c'est assez connu, moi je l'ai pas payé personnellement, je l'ai retrouvé chez ma grand-mère. Veuillez noter que je pensais que c'était l'appareil photo de ma grand-mère. Or, il s'avère que cet appareil 1930 est plus vieux que ma grand-mère. Donc je ne pense pas que ce soit l'appareil de ma grand-mère, ça doit être soit l'appareil des parents de ma grand-mère, soit c'est mon grand-père qui l'avait déjà acheté à l'époque. D'occasion, ou c'est peut-être une 3e main, une 4e main, j'en sais rien. Je sais que quand on le regarde comme ça, il est plus très beau. On pourrait le repeindre, franchement. On voit, ça c'est censé être noir, et vous voyez que c'est plutôt gris. Ça ajoute un certain charme, hein, bien sûr, mais sinon l'appareil est plutôt en bon état. Vous avez vu qu'il fonctionne tip top. Moi-même, j'ai été étonné du fonctionnement. Il y a 2 pas de vis à trépied là-dessus, un là et un là. Ici, j'ai mis un adaptateur. Ça c'est cool de bosser dans un magasin de photos, on a tous les adaptateurs du monde et on avait un adaptateur pour ça. Donc j'ai mis un adaptateur ici, je pourrais même mettre un 2e adaptateur ici, ce qui me permet de mettre un trépied normal. Malheureusement j'ai mis l'adaptateur quand j'avais déjà fini mon film, donc j'ai pas utilisé de trépied finalement. Mais avec un trépied vous pouvez faire des choses vachement plus sympas encore. Hein. Ça vous permet de poser l'appareil pendant que vous le paramétrez, quelque chose qui est vachement cool et quelque chose que j'ai pas pu faire. Hein. Puisque moi j'ai dû tout faire à la main. Si vous avez des questions sur ce genre d'appareil ou sur les appareils 6.6, 6.9, pellicule 120 en général, posez dans les commentaires. Je serai peut-être pas capable d'y répondre, mais selon comment je ferai l'effort de chercher sur Google pour vous, si vous avez la flemme de le faire. Moi c'est quelque chose qui m'intéresse, j'aimerais bien un Rolleiflex, donc je pense que je vais faire mon possible pour trouver un Rolleiflex. Les Rolleiflex, si vous connaissez pas, ce sont ces fameux appareils qui ont 2 objectifs l'un au-dessus de l'autre, ça ressemble à des petites boîtes carrées, c'est très joli, et ça utilise les mêmes pellicules que ça, sauf que
photos sont un peu plus petites, donc vous pouvez faire 12 photos sur une pellicule, alors que là-dessus on peut en faire que 8 parce qu'elles sont plus grandes. Mais les Rolleiflex, c'est vachement classe comme appareil, et c'est très joli, même si vous ne l'utilisez pas dans une bibliothèque, c'est magnifique. Et alors malheureusement ça coûte beaucoup plus cher, hein, un Rolleiflex un des meilleurs modèles de Rolleiflex en parfait état, ça peut revenir facilement à 500-600 francs. Donc je vais encore réfléchir, mais j'espère en trouver un sympa. On en a un en boulot, donc je vais voir si j'ai pas la possibilité de le piquer. S'il vous plaît, monsieur le patron, est-ce que vous me le prêtez? Je veux bien le tester. Voilà. Et sinon, c'est tout ce que j'avais à dire. Donc encore une fois, si vous avez des questions, n'hésitez pas à passer dans les commentaires. Je réponds à tout, parce que j'ai rien de mieux à faire. Et voilà. Par la même occasion, je vais finir par dire que je filme actuellement avec le Panasonic GH4. Tout le monde sur cette planète Terre a dit que le GH4 était mauvais en basse lumière. Alors, j'ai pas encore vu le résultat dans l'ordinateur, mais pour l'instant, ça a pas l'air d'être trop dégueulasse. Quand je sais que je suis en train de filmer 100% avec un éclairage de bougie, quelque chose que vous faites très rarement, je suppose. Donc, ouais. À ce niveau-là, on verra si ça rend bien ou si ça rend mal, j'en sais rien pour l'instant. Et j'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à passer dans les commentaires, je l'ai déjà dit 14 fois, mais je le dis une 15e parce que c'est gratuit. Et voilà, à bientôt. Allez, bye bye.